Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux donc d'accueillir pour ce salon de lecture Catherine et Alain Vanier, que vous connaissez, qui ont donc écrit un nouveau livre qui s'appelle Maternité particulière, donc publié aux éditions RS dans la collection d'Espace Analytique. Voilà, je voulais aussi vous préciser que les livres du salon de lecture sont disponibles à la librairie qui est juste à côté, qui s'appelle la librairie à l'Ouest. Et donc, vous pouvez aller chercher les livres et les faire signer par les auteurs, les autrices. Voilà. Donc, je vais commencer par donner la parole à Gisèle Chaboudez, qui va nous parler de ce livre et ce qui va nous permettre ensuite de donner la parole aux auteurs et de discuter. Bien, alors j'ai eu l'occasion de faire un compte-rendu de ce livre une première fois lorsqu'il m'a été demandé par le rédacteur de Times of Israel, Alexandre Gibert. Et j'ai donc déjà eu l'occasion de dire combien cette clinique est utile, combien elle est bienvenue, notamment en un temps où on en parle peu, où on l'oublie. C'est une clinique qui rappelle le fonctionnement essentiel de la psyché et ici, au moment extrême de la vie, celui de donner naissance, avec le bouleversement, voire la folie ordinaire que cela convoque. Il est question dans ce livre de deux sortes de bouleversements. Lorsque la folie rencontre le faire naître, d'une part, et d'autre part, lorsque la vie hésite avec la mort, chez les prématurés par conséquent. Les grands prématurés. On a coutume à l'heure actuelle, qui ne sera peut-être pas éternelle, cette heure actuelle, d'entendre dire que ces naissances au sein de la folie de la mère n'entravent pas toujours totalement la vie des nouveau-nés, puis des enfants devenus grands. C'est en effet désormais considéré comme un accident parmi d'autres, à la condition cependant d'un accompagnement adéquat. Mais lorsque cette clinique prenait place il y a 30 ans et plus, ce regard des praticiens, cette écoute, cette intervention sur ces différents accidents pouvait encore sembler incongrue ou révolutionnaire. Une telle pratique est aujourd'hui jugée normale, on en mesure les bienfaits, alors même qu'elle est menacée de disparaître. Tant est active dans ce sens la détermination de certaines administrations. Ces maternités particulières nous sont contées dans une démarche vivante, simple, authentique. Nous les suivons comme des récits de vie en suspens, comme si nous devions décider avec elles si sur cette frontière une folie peut vraiment engendrer et si peuvent vivre ces enfants pas encore nés, quoique venus au monde. L'expérience des mères psychotiques que nous conte Alain est attentive à leur dire et en effet, quoi d'autre que leur dire pourrait nous guider dans l'accompagnement d'une telle expérience en milieu hospitalier. On entend ainsi une jeune fille vivant nue toute sa grossesse durant, sans aucun soin pour son corps depuis qu'elle a senti le bébé bouger, attendre qu'on vienne ouvrir ce ventre pour en faire sortir ce qui s'y est développé. Capable ensuite de nourrir le petit corps qu'elle a fait naître, elle le fait seulement selon sa faim à elle. Que faire d'un tel dire ? Qui n'est pas le nom d'un désir, qui brouille toutes les topologies habituelles, et où le praticien devrait pourtant trouver les éléments pour soutenir, notamment pour soutenir une décision de séparation ou de maintien. Ensuite, on entend aussi le dire d'une mère dont le regard dans les yeux de sa fille craint de la tuer, voire d'en être tuée, sa fille à qui elle a donné son nom, celui d'une autre mère encore qui redoutait d'engendrer une fille, mais qui s'apaise devant le calme de ses yeux. Tout cela nous apprend du même pas combien la norme est fragile et combien le dire délirant procède d'une logique efficace, quoique folle. Le commentaire est consacré à une pensée faite de quelques grandes références kléniennes ou winnicottiennes et à l'étude du signe, au contraire du signifiant. À l'aide d'une supposition de sujet par la mère ordinaire, disons, auprès de son bébé, sans être toutefois une supposition de savoir faite à un sujet comme dans le transfert lacanien,
Cette expression décrivait l'étrangeté du monologue d'une mère avec son bébé, lorsqu'elle le suppose sujet, donc, à même de lui répondre, supposition qui aboutit de fait à en créer un, effectivement. D'ailleurs, on observe parfois en outre, au défi de toute vraisemblance, même une supposition de savoir attribuée à ce petit sujet, la même où justement il ne peut y en avoir aucun. Peut-être parce qu'il ne peut y en avoir aucun. Elle finit elle aussi par produire ses effets, soulignant d'ailleurs combien ce genre de transfert n'a souvent rien à voir avec le savoir réel du sujet auquel on l'attribue. L'expérience suivante, celle de Catherine, 30 années dans un service de réanimation néonatale, nous montre à quel point le dire d'une psychanalyste contribue à éclaircir un peu ce malentendu profond qui se tient entre la médecine et l'inconscient. Une présentification simple, presque évidente, de la dimension du sujet de l'inconscient dans ce contexte douloureux où une mère laisse échapper un prématuré minuscule que l'on appareille de toutes parts sans savoir s'il va vivre ni à quel prix, au lieu d'accueillir comme à l'ordinaire un bébé dodu rayonnant qui s'est suffisamment nourri de sa chair et de son temps. Cette mère est dès lors convaincue de lui donner la mort quand seuls les médecins peuvent maintenir la vie. Le travail de fond dont il nous est fait part, novateur alors et aujourd'hui encore, s'appuie simplement, si on peut dire, sur l'évidence de l'inconscient pour ces praticiens et pour l'équipe invitée à en tenir compte. On y mesure combien, dans chaque expérience, toute cette simplicité apparente engendre des effets d'allure parfois miraculeuse qui consistent à prendre la parole au mot dans le cadre où elle s'adresse, avec la dimension de l'inconscient et du signifiant qu'elle supporte. L'effet sensible de cette parole réinstaurée dans ce service hospitalier, souvent voué aux morts-nés et aux encore à naître, permet d'éviter nombre de dégâts, y compris par la réflexion sur les dangers d'une réanimation excessive, laissant sur la route nombre de pathologies. Cet abord se montre capable de lire ce qui se manifeste dans la trame signifiante de l'histoire et de la préhistoire de chacun, à la lumière des connaissances sur les compétences du bébé face au visage, aux odeurs, aux voix, sur sa détresse originaire face à l'effraction massive qu'implique d'être soudain propulsé dans un milieu aérien, face à la machine qui le tient en vie et lui tient lieu d'autres sans sujet durant un temps parfois fort long. Il y a là l'invention de tout un mode de parole, d'écoute, de soins, d'organisation, prenant en compte ces éléments, les mettant à l'œuvre au niveau des équipes et au niveau des familles. Nous assistons à quelques constats étonnants. Une enfant qui, par exemple, ne pouvait se passer de la machine pour respirer parvient à le faire une fois qu'on laisse la machine allumée pour qu'elle en entende le bruit. Sans contact avec le corps maternel, sans sa parole, sans son visage, la machine prend la forme de l'autre premier, et l'enfant, l'autre premier sans sujet, bien sûr, et l'enfant, celle de son objet. Il n'a ni faim ni soif, ses orifices appartiennent aux machines, et que deviennent les pulsions dans ce cas? Là, il suffit de supposer un sujet dans ce pas encore né, un appel dans ses cris, d'y répondre pour les déclarer nés, même si la mère n'ose le faire, et pas plus l'équipe hospitalière. La parole adressée au bébé, par-dessus le bruit de la machine, lui racontant sa préhistoire, sa venue, sa vie, ce dont il est né, le pourquoi du comment et le comment du pourquoi, des heures durant, l'arrache enfin à son ailleurs, à son nulle part, fixé à la machine. Cette parole que l'équipe entière reprend finit par l'arracher, en effet. Cette présence du bébé et celle de la mère, prématurée elle-même dans la dépossession active d'une naissance qui n'en est pas une, interdite en somme d'être mère pour cet enfant non né que seule la médecine sauve à condition d'en faire son objet. Les histoires singulières ont chacune un prénom et dès leur naissance se dessine l'instant qui décide du vivre, de ce que l'on peut nommer désir de vivre en allant le chercher si loin avec cette parole musicale, ce chant premier, cette voix spéciale du parent à son nouveau-né qui finit par l'atteindre. Il est pratiquement vérifié que sans cette parole qui lui est adressée, un enfant, tout programmé qu'il soit génétiquement pour le faire, ne parle pas, voire ne vit pas longtemps.
Catherine relate l'expérience de Frédéric II au XIIe siècle, qui, voulant savoir quelle langue parlerait un enfant à qui on ne parle pas, retira les enfants de leur mère, des enfants de leur mère, et les fit élever sans parole. Eh bien, l'expérience aboutit à des enfants sans parole qui moururent prématurément. Cette expérience, pour le coup, consistait à supposer un savoir à ces enfants qui n'en pouvaient mais, fût-il un savoir instinctuel, qui s'avère faux. De telles expériences donnent la mesure de cette prématurité très grande du petit homme, qui le laisse à sa naissance dans la plus grande détresse objective et subjective pour sa survie, ses capacités, son humanité même, où la parole de l'autre, son désir, son regard tiennent une place gigantesque avant que le miroir comme unité première vienne lui donner l'illusion qu'il en a une, d'unité. L'intervention psychanalytique est parfois à nouveau nécessaire ensuite, brève ou bien continue, dans les années qui suivent, tant l'inconscient garde trace de cet autre machinique auquel il a en quelque sorte appartenu. Ne serait-ce que pour lui rappeler qu'elle n'a fonctionné, cette machine, que par le désir de ceux qui l'alimentaient et qui l'avaient installé pour le faire vivre. Toutes ces vies longtemps au bord du gouffre, qui pourtant, grâce aux mots qui conviennent, parviennent à tresser ce qu'on appelle une existence. La réflexion conceptuelle d'Alain sur la nature du signe au regard du signifiant part de cette expérience spéciale de la nouvelle mère face à l'énigme des signes qu'elle reçoit de son enfant et qu'elle apprend à interpréter, c'est-à-dire à décider du sens qu'ils prennent pour elle, quel qu'en soit le sens réel, qu'il n'y a pas d'ailleurs. Reprenant la remarque de Lacan, que ce signe comme effet de signifiant c'est le sujet, il s'en déduit qu'interpréter ce signe revient à supposer un sujet, tandis que le signe d'un sujet, à son tour, provoque le désir, l'ensemble étant, pour Lacan, le ressort même de l'amour. Ce qu'il a proposé comme supposition de sujet s'avère efficacement orienter une pratique avec les bébés. Les bébés en souffrance sont, après tout, comme des lettres en souffrance qui ne sont pas encore arrivés à destination, c'est-à-dire au sujet, et ce sont eux à qui l'on parle et d'eux qui l'on parle, jusqu'à ce qu'ils répondent, ce sujet, et que, comme lettres, ils parviennent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Gisèle pour ce texte tout à fait intéressant, cette introduction pour votre livre qui est vraiment très très riche, et c'est vrai que c'est une clinique que tu connais très bien, Alain aussi, et je trouve que c'est une manière de nous faire entendre quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Après tout, c'est l'origine du livre. Je suis l'origine. Oui, l'origine du livre. Non, je ne suis pas du tout l'origine du livre. Si il faut faire de l'histoire, remonter à l'origine, à l'époque, il y a donc plus de 30 ans, on travaillait dans le même service, Alain et moi, de pédopsychiatrie. Et moi, je me suis retrouvée, au titre de la psychiatrie de liaison, envoyée en réa néonatale, parce que le médecin, un jour, a téléphoné en psychiatrie en disant il y a une mère qui est complètement folle à notre étage, envoyez un psychiatre. C'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas, et puis je raconte dans le livre comment petit à petit j'ai fini par y travailler à plein temps, parce que ça m'a tout de suite beaucoup passionnée, surtout quand j'ai découvert ces bébés et la situation dans laquelle ils étaient. Voilà. Mais à cette époque-là, Alain, lui, travaillait avec des mères psychotiques et leurs bébés. Il vous racontera plus dans ce service. Et donc, et puis il y a des temps où on était tous les deux à recevoir des enfants à Saint-Denis, en pédopsychiatrie, dans nos bureaux. Et il y avait aussi des grandes synthèses où on discutait. Et pendant ces synthèses, Alain, un jour, arrive comme ça en nous disant, en nous racontant qu'il travaille avec des mamans psychotiques et leurs bébés, et qu'il est très intéressé par cette question de supposition de sujet chez le bébé, et il commence à développer pour nous le signe, le signifiant, enfin, quelques éléments qu'il avait donnés comme ça. Et moi, c'est vrai que je venais d'arriver en réa néonatale, et que j'étais quand même très paumée, vous voyez, parce que... Enfin, je veux dire, déjà de mon temps, c'est-à-dire déjà il y a 30 ans, aujourd'hui c'est pire, et pas tout à fait pire, parce qu'il y a eu des tas de décisions éthiques qui ont été prises pour pas réanimer trop tôt. Mais
déjà à l'époque, on se retrouvait avec des bébés de 450 grammes. Et des bébés dont on savait absolument pas s'ils allaient vivre ou mourir. Des bébés qui pouvaient rester quand le temps de céréa, après il y a souvent des complications pulmonaires, intestinales. Enfin, vous comprenez bien qu'un corps de bébé qui arrive au fin du 5e mois de grossesse, il n'a pas la force vitale de... Enfin, c'est très compliqué. Il faut attendre toute une maturation. Bon, donc, ils ont très souvent des complications. Et je voyais des bébés où on me disait qu'ils étaient là depuis 10 mois, puis 8 mois, puis 9 mois. Et je voyais pas de parents autour. Enfin, c'était très difficile. Et quand je me penchais sur ces couveuses, comme j'avais beaucoup travaillé, j'ai commencé à travailler dans les années 70, moi, donc, et en psychiatrie, et beaucoup travaillé avec des autistes, et ben, quand je suis arrivée dans ce service, je me suis dit, mais ils sont en train de nous fabriquer des autistes, quoi. C'est pas possible autrement. Je voyais ces bébés coupés de tout, à qui on parlait pas, dans un silence absolu, avec les lumières, le bruit des machines, quoi. Voilà, donc j'ai été très intéressée, mais très, très désemparée. Et quand Alain nous a parlé de ça, eh ben, je me suis mis à réfléchir à partir de ce qui nous amenait. C'est pour ça que l'origine de mon travail, en tout cas, il est plutôt de ton côté, puisque c'est à partir de là que j'ai pensé à monter tout un système, vraiment un système, parce qu'il a fallu mettre dans le coup tous les médecins du service, travailler avec eux, proposer des réunions de synthèse, travailler avec l'équipe, pour qu'ils comprennent que j'allais pas venir juste parce qu'il y avait une mère qui tapait une crise, quoi. Et que moi je voulais bien venir, mais je voulais venir en réfléchissant à comment on peut réanimer ces bébés. Parce que il y a aussi quelque chose qui a réanimé, c'est ce que nous disait Gisèle, du côté de l'existence, du désir. Voilà, il n'y a pas que réanimer un corps, quoi. Et donc j'ai essayé de faire passer ça aux médecins, et puis il se trouve que à cette époque-là, comme j'étais très embarrassée, j'ai été demander un contrôle à Ginette Rimbaud. Certains d'entre vous connaissent peut-être Ginette Rimbaud. On était à l'école freudienne de Paris, on travaillait là-bas. Et Ginette Rimbaud était connue là-bas pour être celle qui avait fait de la psychanalyse en médecine. En médecine très sévère, enfin pas seulement en psychiatrie. Et donc, elle avait beaucoup travaillé sur comment on peut être analyste dans un service de médecine. Et j'ai été la voir, je lui ai demandé un contrôle. Et elle m'a aidé à mettre sur pied un projet que j'ai proposé aux médecins, aux médecins de l'équipe, en pensant qu'ils allaient m'envoyer paître. Et puis finalement, ils m'ont dit, allez, carte blanche, venez, on a trop de soucis. Et par rapport à ce que disait Gisèle, entre autres, un des soucis qu'ils avaient, c'était mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On est dans un monde, parce que déjà quand je travaillais là-bas, hein, c'est quand même pas il y a si longtemps, mais déjà il y avait les examens néonataux, les échographies, la possibilité d'éliminer plein de problèmes. Mais la prévention, c'est énorme dans notre monde. On arrive à tout à fait mettre ça en place. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que veut notre société? Ils nous demandent à nous, les réanimateurs, de fabriquer les handicapés de demain. Parce qu'ils voyaient bien quand même que ces mômes allaient mal. Alors, vous savez bien, il y a eu des tas de statistiques. Bien sûr qu'il y a des problèmes de corps pas finis, mais il y a aussi des problèmes psychiatriques énormes, hein, avec la prématurité, qui décroissent quand plus augmente le terme, plus l'enfant naît un peu plus tard, moins il est atteint. Mais il y a un pourcentage d'autisme, de TED à l'époque énorme. Bon. Donc voilà comment je suis arrivée là, et voilà comment je me suis appuyée sur cette théorisation que nous amenait Alain pour travailler. Mais ce que je voulais juste dire, Gisèle, évidemment, bon, c'est formidable, quoi, parce que quand Gisèle lit le livre, voilà, j'ai l'impression que au moins ça passe, quoi. Elle comprend. Puis voilà, puis Gisèle aussi, ça passe aussi parce qu'elle est médecin, quoi, et qu'elle a travaillé en médecine et qu'elle sait ce que c'est aussi que travailler à partir des questions du réel du corps. C'est vraiment ça, quoi. Et donc ce que je voulais dire, oui, Gisèle, c'est que aujourd'hui, parce qu'il y a des gens,
des fois, on me demande encore de parler. Puis là, il y a eu le livre. Alors, de parler de néonates et de réa, ils me disent, ah oui, mais ça, c'était autrefois. Maintenant, c'est formidable. Ah ouais. Alors, je vous explique. Moi, je continue à être très en contact avec l'équipe avec laquelle j'étais. Il y a encore beaucoup des médecins avec qui je travaillais qui sont toujours dans l'équipe. Je retourne à certaines réunions avec eux. On parle beaucoup ensemble. Donc toujours à Saint-Denis, alors. Toujours à Saint-Denis, cet hôpital formidable, un hôpital merveilleux de La Fontaine, merveilleux. Je vous en parlerai une autre fois, mais merveilleux de couleurs, d'ambiance, formidable. Bon, bref. Donc on continue à travailler et c'est vrai, j'ai essayé d'envoyer au fur et à mesure des gens que moi j'avais en supervision pour travailler. À l'époque où j'ai commencé là-bas, il n'y avait pas de psy. Aujourd'hui, c'est obligatoire, les psychologues, dans les niveaux 3, c'est-à-dire la grande réanimation, ils sont obligés d'embaucher une psychologue. Mais aujourd'hui, franchement, rien dans les autres services, et particulièrement en Amérique. J'ai été quand on voyage comme ça, on demande, tiens, j'aurais bien aimé visiter le service. Donc on va... Mais... je veux dire, ils font beaucoup de choses. Gisèle disait aujourd'hui, ça a changé, on est différent. Eh bien oui, ça a énormément changé. Maintenant, il y a des protocoles qu'il n'y avait pas de mon temps et des protocoles qui ressemblent à tout sauf au travail que j'ai essayé de mettre en place. Tu vois ? Bah oui, c'est-à-dire des protocoles peau à peau. Des protocoles lien mère-enfant. Alors on dit, non, prenez-le là, vous devez l'avoir 2 heures dans les bras. Enfin, tu vois, un truc comme ça où on va travailler la question du lien. Il faut qu'ils soient ensemble, il faut, voilà. Et puis il faut faire entrer les pères, puis on va faire le pot à pot avec les pères. Les pauvres mecs, ils n'ont jamais rien demandé, tu vois, ils se retrouvent avec le mot. Enfin bon, bref. Et certaines mères, moi ça m'amusait parce que quand on a commencé à faire le pot à pot, c'était une obligation. Arrivé, il y avait 3 heures le pot à pot. Tu te plantais dans le service, tu regardais ce qui se passait dans les rangs, et à 3 heures, parce qu'il fallait qu'elle se mette à poil, tu vois, pour prendre le bébé contre elle. Et à 3 heures, tu voyais des dames qui se levaient, fébriles, et qui partaient. Ben, pourquoi vous partez, disaient les puéricultrices. Ah bah parce que je suis enrhumée, là, je suis pas bien, je vais pas pouvoir faire le pot à pot. Elle s'échappait. C'est formidable le pot à pot quand une mère le veut. Mais n'allez pas forcer des mères avec des bébés qui font peur, comme des bébés prématurés, à le prendre coûte que coûte. Et quoi qu'il arrive, je ne sais pas si vous avez comme dans l'idée de ce que c'est que mettre en pot à pot un bébé ventilé, vous. Hein. C'est-à-dire que c'est des tonnes de raccords, des tonnes de tuyaux, des tubes partout, 3 personnes autour qui regardent la courbe. Attends, parce que là, il ne faut pas qu'il respire moins bien. Je veux dire, t'as peur. Comment tu veux être bien avec ton bébé sur le ventre ? Enfin, je veux dire, c'est affreux. Donc, les forcez pas, les mères. Et puis, voilà. Et puis, un truc de pas au forcing. Aujourd'hui, la mode, c'est le lien mère-enfant. C'est personne ne doit s'adresser aux enfants que les parents. Enfin, quand les parents sont pas là toute la journée, on leur parle pas. Enfin, bon, bref. Des tas de choses comme ça qui sont compliquées pour moi à comprendre et qui, je pense, ne vont pas du tout dans le sens dans lequel j'allais. Tout à fait. Et même une annulation. Voilà, une annulation. Je me souviens comme ça d'une fois au début où je leur ai dit, mais parlez aux enfants, parlez aux... C'était trop mignon, les infirmières, elles reviennent le lendemain, elles me disent, bon, Catherine, ok, on va parler aux enfants, parce que les soins se faisaient sans parler, tu vois, on allait vite d'une couveuse à l'autre. Oh oui, on va leur parler, d'accord. Alors, ça t'embête pas, tu nous écris ce qu'on doit dire. Je dis, mais voilà, donc aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible, hein. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça qui... Alors oui, ça a changé, c'est-à-dire que c'est terrible, mais il y a du comportementalisme en réanimation. Oui, bien sûr. Ah ben, bien sûr. Ça, Voilà. tout, Et c'est ça qu'il y a. Mais bien moi, la façon dont j'ai travaillé, avec cette idée en plus qu'il fallait travailler avec les équipes, bien sûr, parce que il faut porter les parents, puis il faut travailler aussi avec les bébés quand les parents sont pas là. Essayer de s'adresser directement au bébé. Ce que tu racontes, moi, je me suis servi de mon travail avec les enfants autistes, c'est-à-dire que je pouvais passer des heures à parler à un enfant jusqu'au moment où j'arrivais à capter quelque chose de son regard. Tu vois, où quelque chose accrochait, je me disais, bon, il revenait. J'avais l'impression d'un enfant qui revenait vers le rivage, truc d'éloignement. Voilà. Et puis, par exemple, la petite fille qui s'est bien respirée avec le bruit de la machine, elle était tout content dans le service. Il dit, on va tout le temps faire ça. Je dis, au secours, au secours. On arrête, parce que
tous les bébés qui naissent s'identifient au monde qui les entoure. Alors, ils vont s'identifier à leur machine. Après, vous me raconterez qu'ils deviennent autistes, les enfants, les grands prématurés. Ben oui, si moi, j'ai une machine, si tu t'identifies qu'à ça, t'as de fortes chances. Enfin bon, bref. Donc, tous ces trucs-là, aujourd'hui, ils font plein de choses comme ça. Il faut les maintenir dans le silence, il faut les maintenir dans le noir parce qu'ils sont très sensibles. Mais ils sont nés, qu'on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas nés. Il faut leur parler, il faut être là, il faut être auprès d'eux. Et puis, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi ils sont nés prématurément. Ce qu'il faut chercher, enfin moi, ma position analytique avec les parents en néonat, ça n'a jamais été la culpabilisation de vous vous rendez compte, j'ai pas pu mettre cet enfant au monde. Ça a toujours été quel effet ça a dans votre vie, à quoi ça fait écho. Enfin, c'était d'essayer de comprendre ce que ça venait réactiver de dramatique qui empêchait les parents. Et il y a toujours un truc. Vous verrez, je raconte plein d'histoires dans le livre. Il y a toujours un truc d'une mère qui a dit à un moment tu ne seras pas capable d'avoir des enfants plus tard, ou il y a toujours, c'est fou quand même dans notre monde. Enfin, vous êtes tous au courant parce que et vous avez été petits et vous avez été grands, mais le nombre de sorcières qui se penchent sur les berceaux, quoi, c'est hallucinant. Il y a des paroles dites, il y a des choses qu'on, et ben évidemment le jour où votre bébé vient au monde, il y a tout ce monde de sorcellerie qui est au-dessus de lui. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé de travailler. Je trouve qu'aujourd'hui, les psychologues sont obligatoires dans les services de néonat. Les psychologues doivent recevoir les parents quand les médecins disent recevez-le, celui-là, je ne veux pas lui parler. D'accord. Vous savez, moi, je reçois beaucoup de jeunes vachement sympas qui ont très envie de travailler en néonat et qui y travaillent et qui viennent me demander des supervisions et qui sont désespérés. Parce qu'ils me disent, on ne peut pas travailler comme ça. On ne peut que se coller à ce que nous dit le médecin et pas voir les parents, même pas quand on veut. Voilà, la dimension. La chance que j'ai eue d'avoir cette équipe dans un transfert à moi au bout d'un certain temps, mais la dimension psychanalytique, eh bien non. Aujourd'hui, de nos jours, maintenant, actuellement, elle n'est pas dans les services de réanimation néonatale maintenus. Voilà, c'est tout ce que je veux. Non, mais c'est très intéressant parce que tu as été vraiment pionnière en plus. Hein, oui, dans ce monde-là, oui. Ah oui, totalement. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en effet, il n'y a plus de psychanalyse, en tout cas dans ces services. En médecine, la psychanalyse. Oui, de toute façon. Quelques-unes Je sais, c'est quelque chose. Ouais. Oui, donc c'est quand même toi aussi qui a initié cette réflexion. Oui, bien sûr que c'est lui qui est au départ. Non, mais je voulais dire, d'abord merci à Gisèle. C'est formidable d'être, Gisèle. le sentiment d'être aussi bien vu, ça c'est quand même très stimulant. Vraiment, merci. Mais non, mon histoire ressemble un peu à celle de Catherine, parce que l'arrivée dans ce service a été comme... ça a eu un effet d'interprétation, comme pour toi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par l'antipsychiatrie avant de devenir psychiatre. J'ai travaillé longtemps à Bonneuil, et puis j'ai fait médecine, etc. Et j'ai passé le premier concours pour devenir PH, où il y avait des épreuves écrites anonymes. Et j'ai été allé un peu pour, comme ça, sentir l'ambiance, comprendre aussi que je ne passerai plus jamais de concours, parce que je n'ai pas pu le réviser. Mais il se fait que j'ai été très bien classé et que j'ai été reçu. Et que je me suis retrouvé dans ce service que je n'avais jamais imaginé. Je pensais, moi, je devais avoir un poste l'année suivante, justement, à Saint-Denis. Donc je me suis dit, je vais aller voir un an avant comment prendre la température, voir ce que c'est que ce concours. J'ai été reçu, j'ai su que j'en passerais pas d'autres. Donc, et puis, je suis retombé dans ce service, la responsabilité de la psychiatrie de liaison dans un hôpital où il y avait un service avec des mères psychotiques qui recevaient pratiquement toutes les mères qui tombaient enceintes dans les hôpitaux psychiatriques de la région parisienne, plus quelques autres maternités très bizarres ou au contraire cachées. Et ça a eu, comme pour Catherine, un effet d'interprétation. Je me suis rendu compte que j'avais travaillé pendant 15 ans ou 20 ans à Bonneuil en évitant soigneusement de travailler avec les enfants les plus régressés. Voilà. Je travaille avec des adolescents dont certains étaient même très dangereux, considérés, étiquetés dangereux pour pas de problème, hein, tous ceux qui déliraient. Mais les tout petits, les autistes, je parle
suis vieux, donc pour moi, c'est des autistes de Caner, hein, c'est-à-dire qui étaient où il n'y avait pas la parole, ou même dans certains cas avec des bébés, parce que ça arrivait aussi dans d'autres consultations à Saint-Denis, où j'évitais, je refilais ça à d'autres. Voilà. Et d'un seul coup, je me retrouve dans un service où j'arrive. Et le premier jour, ça je ne l'ai pas raconté dans le livre, le premier jour où j'arrive, parce que le service était présenté de l'extérieur, c'était comme un service de gynécologie obstétrique. La chef de service était une gynécologue obstétricienne, et elle avait gardé tous les rituels de la médecine. On faisait les visites tous les matins, etc., avec des mères complètement allumées, parce que c'était pas des mères légèrement perturbées comme on entend ici ou là. Hein. Parce que le premier jour où je suis arrivé, il y avait une mère qui, au 2e étage, avait ouvert la fenêtre du service, parce que le service était au 2e étage, et avait mis le bébé au-dessus du vide en disant qu'elle allait le lâcher. Donc ça, déjà, j'étais dans la bonne ambiance. Donc pour moi, ça a eu cet effet comme ça, presque très anxiogène, de me précipiter. Comme disait Maud, parfois elle travaille avec des enfants autistes ou très perturbés, ou des adultes psychotiques, etc. Elle dit ça fait faire des courts-circuits dans les analyses. Ça a eu un effet, voilà. Moi, je me suis précipité chez Dolto, qui m'a fait faire des trucs complètement loufoques, faire des groupes de bébés de 15 jours. Mais ça, c'est Dolto. Mais c'était assez impressionnant, parce que on les mettait en rond, allongés par terre, avec les mères derrière qui étaient... Et elles-mêmes, ça les surprenait. Et les bébés se répondaient, il y avait des trucs, il se passait des choses. Enfin bon, en tout cas, on pouvait l'imaginer. Voilà. Et voilà. Or, le travail qu'on a à faire, c'est ça qui, moi, je pense, pour Catherine, comme pour moi, comme pour tous ceux qui interviennent avec l'outil ou les références de la psychanalyse dans des services de médecine, c'est qu'il faut arriver à introduire un autre temps. C'est vraiment un problème de rupture de temporalité. Là, dans le service, c'était clair, il fallait que tout soit réglé en 2 mois, puisque tous les psychiatres, psychanalystes, tout le monde, hein, y compris Dolto, Winnicott, etc., disaient qu'il fallait séparer très vite ces bébés et ces mères. C'était le protocole. Donc il y avait 2 mois simplement pour les premiers soins, et puis pour que le service qui s'occupait de la mère et le service l'ASE, ou le service qui allait accueillir le bébé, qui allait placer le bébé, se mettent d'accord. Alors, généralement, ils se mettaient d'ailleurs très difficilement d'accord, parce qu'ils se foutaient sur la gueule. Le service de psychiatrie adulte disait il faut lui laisser le bébé, elle est beaucoup mieux. Généralement, c'est vrai qu'elles sont dans le postpartum plutôt tranquilles. C'est les effets aussi hormonaux, hein, la progestérone. Et puis, le service de l'ASE qui s'occupait du bébé disait qu'il faut les séparer très vite, parce que les dommages sont impressionnants. Bon. Voilà. Et avec l'idée d'introduire une autre temporalité, petit à petit, j'ai réussi à les convaincre, faire que la séparation surgisse de la relation entre la mère et le bébé. Et du coup, on a pu prolonger certaines prises en charge, raccourcir d'autres, hein, jusqu'à ce que la mère puisse supporter et travailler elle-même cette séparation. Là, le cas que raconte Gisèle de cette dame qui, ça c'était très impressionnant, donnait le biberon avec des lunettes de soleil, évitait le regard du bébé, les rideaux de la fenêtre étaient fermés, m'expliquant que s'il échangeait le regard avec le bébé, l'un des deux mourrait. Enfin, c'était très fou. Et ben, petit à petit, en plus, elle avait donné à cette petite fille son prénom à elle, donc c'était vraiment petit à petit, elle a trouvé un travail, on l'a poussée à retourner, trouver un travail. Et quand elle a commencé à travailler, je ne sais plus ce qu'elle faisait exactement, elle a accepté qu'on donne le bébé aux puéricultrices, parce qu'il y avait une nurserie dans le service, très très bien, avec des puéricultrices formidables. Et elle a commencé à traiter, d'un seul coup, c'était le versant, c'est comme dans les descriptions de la SEG, on est passé du versant persécutif au versant mégalomaniaque. Donc elle était Madame la Duchesse de je sais pas quoi, elle ne nous l'a pas dit exactement le titre qu'elle avait, mais elle confiait ma chère, vous prendrez soin de ce bébé. Voilà, et on a pu à ce moment-là penser la séparation en l'accompagnant dans son délire, voilà, qui était tout à fait passionnant et qui elle l'a reconstruite d'une certaine façon. Parce que voilà. Et c'est vrai que c'est une alors cette dimension-là, parce que
c'est un état très très particulier, le postpartum. Winnicott disait que c'était ce qu'il appelle la préoccupation maternelle primaire. Il disait que c'était un état quasi dissociatif. Et c'est vrai que ça dure parfois très peu de temps, parfois c'est très long. Et ça, maintenant, les neurosciences ont vérifié qu'il y avait des transformations dans le cerveau des mères assez incroyables et qui durent un certain temps, variables d'une mère à l'autre, etc. Et qui expliquent des choses comme, par exemple, ce que tout le monde connaît, ce truc invraisemblable, l'hyperacousie des mères dans l'enfance. Le bébé, il est à l'autre bout de l'appartement, il grogne simplement et les mères l'entendent. Le père ou les amis ou la famille qui est là, qui peut dormir, personne n'entend rien, mais là, elle, oui. Voilà. Ou l'espèce de point de certitude, suivant les mouvements ou les gestes du bébé, de savoir ce qu'il faut. Voilà, à ce moment-là, le doudou, de quoi manger, etc. Or, chez les mères psychotiques, on a des choses, celle dont je parle, que Gisèle a mentionné, qui est une grande schizophrène, qui est hospitalisée depuis 15 ans en psychiatrie, et qui, après la naissance du bébé, les puéricultrices étaient venues me dire très inquiètes, elle nourrit le bébé 3 fois par jour, ce qui pour un petit bébé, il y avait les courbes de poids stagnaient, et vous savez que chez des bébés très jeunes, si la courbe de poids commence à fléchir, c'est danger de mort. Et donc je vais la voir et je lui dis, mais il paraît que vous le nourrissez pas beaucoup, que 3 fois par jour. Elle me dit, j'ai pas faim. Et je comprends qu'elle donnait à manger au bébé quand c'était son repas à elle, en même temps qu'elle mangeait, elle nous donnait Et ce qui était très impressionnant, c'est que le bébé ne réclamait pas. Et elle avait un truc très particulier. On était en plein hiver, la fenêtre de sa chambre était ouverte, il faisait très froid, et le bébé était là aussi. Rien. Une espèce d'impassibilité, et également très inquiétante, absence de réaction du bébé, pas de sourire, rien, enfin pas d'échange. Voilà. Donc, c'est ce travail-là et il m'a semblé que ce qui faisait défaut, ou ce qui était trop radical dans certains cas, c'était autour de quelque chose qui était de l'ordre de la supposition de sujet, mais pas d'un savoir. Ça a été un long débat après, parce que voilà, c'était à l'époque où les Bovici s'étaient intéressés à... On voulait créer une sorte de réseau des services qui accueillaient les mères psychotiques avec leurs bébés. Et j'étais rentré un peu dans le circuit, comme il m'avait demandé de venir faire une conférence, je sais pas quoi, à la WIME, à l'époque ça s'appelait la WIMEPAD, j'avais avancé cette notion. Et après, quelques années après, est paru le livre de quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est Jean Bergès, avec Gabriel Balbo. Ils avaient fait un livre, voilà. Et c'était un long débat parce que eux avaient repris l'idée, au fond, qu'on trouve un peu comme ça entre les lignes dans le séminaire 20 de Lacan, de l'hypothèse d'un savoir, que la mère faisait l'hypothèse d'un savoir. Voilà. Or, à mon avis, je suis pas d'accord avec leur lecture. Voilà, il y a, de la même manière que dans le transfert, il y a une supposition de sujet et un sujet supposé savoir, une supposition de savoir. De l'amour qui s'adresse au savoir, mais il y a de l'amour qui s'adresse pas au savoir. Quelque chose qui est absolument chez les mères, enfin, qui est absolument quelque chose qui relève du signe. Ce qui fait que le signe non seulement est institué après, c'est-à-dire ce que nous recevons comme analystes de nos analysants, et c'est nous qui le conduisons à la question signifiante, mais c'était là au départ aussi, véritablement, dans la prosodie, dans ce nouage du signifiant et de la jouissance, enfin, etc. Voilà, qui me paraissait là quelque chose de tout à fait évident, étant ou en défaut ou trop radical. Voilà. Voilà. Mais je trouve que ce livre est vraiment très très passionnant parce que c'est à la fois clinique et en même temps ça pose la question de la place de la psychanalyse en médecine. Voilà. La place de la psychanalyse dans les services de médecine. Et bon, Marie-Josée Del Volgo connaît bien cette question puisqu'elle a travaillé dans les services de pneumologie en tant que psychanalyste. Et je trouve que c'est ça aussi ce livre nous éclaire aussi sur cette question. Comment faire, comment s'y prendre, comment... Ouais. Je peux intervenir, oui, effectivement, tu as terminé de manière pas franchement positive.
dans ton intervention, alors que tu es quelqu'un de plutôt, enfin, tel que je te perçois, très optimiste, et enfin, le travail que tu fais avec les bébés doit beaucoup à ta personnalité très vivante. Et c'est vrai que moi, le dernier livre que j'ai écrit, c'est Le soin menacé, et bon, j'ai une certaine culpabilité à avoir écrit, avoir donné ce titre, parce que c'est vrai que ça peut démotiver. Donc on a toujours cette question qui se pose, de constater que la psychanalyse disparaît et l'humanisme médical, on va l'appeler comme ça, de constater ça et de se dire, bon, est-ce que ça œuvre dans un sens où ça va donner envie de lire des livres comme les nôtres, de travailler comme on fait, ou est-ce que ça va décourager les jeunes dont vous avez parlé? Donc cette difficulté-là. Et justement, me revenait, quand j'ai lu ton livre, et en t'écoutant, bon, moi j'étais dans un service, un pôle thoracique, donc je voyais des patients, des jeunes enfants ou des patients adultes, et les dernières années c'était des greffés. Donc pas mal de patients qui avaient des greffes, et je me souviens d'une maman, je dis une maman parce que la petite histoire qu'elle m'a racontée à une occasion, une femme aussi très joyeuse, très sympathique, qui avait vécu un moment tragique, puisque quand son deuxième enfant est né, ou troisième, je ne sais plus, elle a fait une défaillance cardiaque, et il a fallu tout de suite la greffer, greffe cœur-poumon. Donc vous voyez le truc. Donc je pense que c'est son mari qui a dû... J'ai que les paroles de la patiente, hein, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé autour. Et elle me racontait, une fois qu'elle venait, parce qu'elle était très très enjouée, tout allait bien, donc c'était sympathique. Et elle m'a raconté, pas la première fois, comment elle est sortie de son coma. Le service a eu l'idée de faire venir le bébé. Alors c'est par rapport à ta question des protocoles, et que toi aussi tu as posé. Aujourd'hui, donc c'était il y a une quinzaine d'années, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait comme ça d'un coup, alors là bon c'est banal, hein, faire venir un bébé, je pense que on pourrait le faire aujourd'hui aussi sans se faire appel à un protocole, mais c'est juste pour percevoir ce problème. Et donc on a fait venir son bébé, on lui a mis sur elle, et à ce moment-là, elle me dit, elle sans trop y croire, hein, elle me raconte ça comme une histoire, qu'elle est sortie de son coma, et son bébé lui a donné la vie, quoi. Ça rejoint toutes ces histoires merveilleuses que tu racontes, qui sont magiques. Moi, celle qui m'a le plus touchée, c'est le gamin avec ses fils de fer. Là. Ah oui. Extraordinaire. Voilà, donc, voilà un petit peu ce que ça m'évoque, votre livre, ce qu'a dit Gisèle. C'est très compliqué pour faire passer notre message. C'est assez compliqué parce qu'on a une note pessimiste qui peut décourager, et en même temps c'est tellement formidable ce travail. Oui. C'est tellement... On est gratifié en permanence quand on fait ce travail. Oui, puis on voit bien que ça marche. Ben, c'est non, ça. mais C'est Marie, ça qui est intéressant. te décourage pas. Non, mon optimisme, justement, je pense que c'est en écrivant des livres comme ceux que tu écris, et le dernier, et ceux que moi j'essaie d'écrire, en leur disant qu'autre chose existe. C'est possible de travailler comme ça. Nous, on a travaillé comme ça. Aujourd'hui, c'est très abîmé par des protocoles, par des idées de régulation. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on aurait l'idée tout à fait d'amener un enfant à une mère qui est en réa elle-même parce qu'elle a fait une hémorragie, un truc, un machin. Mais le problème, c'est que très souvent, on l'emmène pour l'emmener, je sais pas comment te dire, sans en avoir parlé à l'enfant. On l'emmène si ça a été protocolisé. Parce que c'est protocolisé. Ah oui, non, jour 3, là, J3, on l'emmène à la mer. Mais attends, dans quelles conditions, comment vous en avez parlé au bébé, vous en avez parlé à la mère, qu'est-ce que... Tu vois, c'est ça, et je trouve qu'il y a une autre façon de travailler, s'il faut leur dire, continue, Marie-Josée. Il faut leur dire, te décourage pas. Ce que la psychanalyse opère, c'est une interprétation également
du discours de la médecine scientifique. Oui. C'est au fond ce que raconte très très bien, et des projections, ce que raconte très bien Ginette Rimbaud. On l'envoie dans le service de Royer en néphrologie, parce que dans une salle où il y a des enfants atteints du syndrome d'Alport, c'est-à-dire des enfants qui vont mourir, pour travailler avec ces enfants puisqu'ils sont condamnés à mort à plus ou moins brève échéance. Et quand elle arrive, elle s'aperçoit que les enfants vont pas trop mal et que le problème, ce sont les médecins qui sont absolument complètement effondrés, etc. Et elle se met à travailler avec les médecins. Rien que ça, c'est un effet d'interprétation. Ce déplacement-là, dans l'espace ou dans le temps, l'introduction de la temporalité, ce que j'ai pu faire ou ce qu'a pu faire Catherine, le pot à pot n'est pas un protocole, ça peut venir à un moment donné. Il faut pouvoir parler avec des mères que dans la plupart des cas qui ont été destituées de leur position maternelle à cause du relais médical qui généralement leur a même pas parlé, etc., n'a rien dit. Voilà. Il y a quelques jours, j'ai reçu une de mes patientes qui me vient, elle a beaucoup d'humour, elle dit j'ai vu mon médecin. Je dis, ah bon? Et elle me dit enfin, je vous dis, j'ai vu mon médecin. J'ai vu de temps en temps, parce qu'il était derrière l'écran de l'ordinateur, j'ai surtout vu le dos de l'ordinateur, et il prenait des trucs. Voilà, et à la fois, il faut remplir le dossier médical, parce qu'on est une société tellement judiciarisée qu'il a peur de laisser passer des trucs, et de l'autre côté, il lui-même lit le protocole en fonction des... Voilà, c'est devenu très fou. Et les médecins n'ont plus le temps. Les économies faites sur la médecine aujourd'hui, moi, je comprends quand on écoute les passages aux urgences... que pose Marie-Josée, je trouve qu'elle est Oui. importante pour nous. On ne peut y répondre évidemment que de façon singulière, c'est-à-dire évidemment individuelle, mais je le comprends, parce que c'est quand même désastreux d'une certaine manière. C'est un désastre auquel on assiste. C'est quand même et un désastre bien plus ample que la psychanalyse elle-même, vous le savez. C'est quand même désastreux de s'apercevoir d'un tel désastre précisément, alors qu'on possède, qu'on nous a légué, disons, des instruments qui sont extrêmement précieux et qui peuvent nous conduire continuellement, à condition que nous fassions un certain travail. Et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est très difficile, à condition que nous fassions un certain travail, c'est-à-dire lequel? Le travail d'amener notre vocabulaire, notre langue, la langue de tout un chacun, mais la langue psychanalytique aussi, d'amener notre langue à la portée, non pas de tous, parce que de toute façon, à l'heure actuelle, tous s'en foutent, mais à la portée de l'image qu'on se fait, de comment elle pourrait être réceptionnée à l'heure actuelle. Je pense qu'on a un travail de modification à faire dans la façon de parler de ce que nous faisons, de l'expérience que nous avons. Je pense que beaucoup l'ont commencé. Ce livre en est un exemple. Oui. Il parle vraiment, alors là, vraiment à tous. Et pour ne pas l'entendre, il faut être sourdingue. Et peu importe, c'est une bouteille à la mer. Si ça n'est pas lu, c'est pas peu importe, on est bien d'accord. C'est une bouteille quand même à la mer, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc c'est bien, tu vois, continue. Je suis super convaincue. Mais bon, c'était juste, je voulais amener On n'a pas le choix. ce sujet. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Un sujet. Ah, mais c'en est un. Il y a de plus en plus Ah, mais c'en est dans un. le monde dans lequel on Ah, mais vit, tout à on fait. s'aperçoit Tout à que fait. C'en on est est un. de plus en plus Ah, mais absolument. dans les... Absolument. je vais pas dire les perdants, mais et même ceux qui restent... Ah, mais vous... Ah, je le perdant, restent un ça... peu sur Oui, les oui. chemins. C'est vraiment l'idée de l'inconscient freudien, de l'inconscient au sens freudien du terme, qui fait oui, scandale. oui. C'est insupportable, Pas l'idée qu'on que je est puisse des pas perdants, maîtriser, Bah oui. L'inconscient que je qui est ne puisse pas perdant. être maître de ça. Oui, c'est ça. Mais à titre personnel, chacun peut faire ce travail. Je pense qu'il n'y a Mais aucun bien sûr. problème. Non, Mais bien sûr. Aucun problème du point de vue de la singularité de chacun. Mais bien Je pense que sûr. tout le monde peut faire ce travail. Mais encore faut-il s'encourager un peu à le faire. Non, Mais moi, la- je pense, j'ai un petit espoir, style bouteille à la mer, que la psychanalyse, d'abord, à condition que nous fassions ce que nous avons à faire, ce que nous faisons pour beaucoup, que la psychanalyse va de nouveau apprendre quelque chose au monde. Je veux dire, je le dis depuis très longtemps, mais parce que c'est tellement difficile à aller le chercher, le déterrer, etc. Je veux dire qu'il y a tellement, par exemple, dans Lacan, pas seulement, mais entre autres quand même, il faut le dire, des choses qui ne sont pas du tout passées parmi les élèves, des choses qui ne sont pas encore moins passées dans le discours courant, on le sait bien, encore moins dans le savoir courant, que je pense, à condition de savoir en faire quelque chose dans notre langue à nous, à chacun,
On a une chance, on a le devoir, je dirais, on a le devoir d'apprendre au monde quelque chose qu'il ne sait pas. Quand est-ce qu'il l'apprendra, on verra bien. Mais en tout cas, on a cette possibilité. Parce que le monde en est resté à Freud, les médias, le discours courant en est resté à Freud et à quelques-uns. Les a liquidés et croient en avoir fini avec la psychanalyse. Bien entendu que non. C'est-à-dire, il y a dans Lacan des mines encore complètement non exploitées. Mais oui, tu as Complètement. parfaitement raison. Oui, c'est très juste. Ce qui est très important pour la psychanalyse en médecine, c'est qu'il s'agit au fond de restituer quelque chose à la médecine que la médecine scientifique a écarté. C'est ce que Lacan a pu dire effectivement quand il a parlé au collège de médecine, en disant qu'effectivement c'est ça qui a été... La psychanalyse est née dans le sang de la médecine, et effectivement la médecine moderne, la médecine de plus en plus technoscientifique, se vide de cela, et la psychanalyse, d'une certaine façon, quand elle intervient, elle restitue quelque chose à ce qu'a été la médecine à un certain moment, hein, bien sûr. Non, moi je trouve que c'est très intéressant de s'interroger là-dessus. Moi, ce qui me frappe à recevoir des jeunes étudiants en médecine, c'est qu'il y a une souffrance des étudiants en médecine, des internes, qui est vraiment de plus en plus importante. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'écoute de ces jeunes médecins, et donc la place de la psychanalyse se pose en médecine. Et vraiment, je trouve ça très frappant. Par exemple, il y a un taux de suicide très important parmi les jeunes médecins. C'est une alerte. D'ailleurs, les syndicats, il y a une augmentation du syndicalisme parmi les étudiants en médecine, les internes, les chefs de clinique, parce que précisément, il y a une souffrance des jeunes médecins. Et je pense que c'est lié aussi à cette médecine qui est robotisée, protocolisée, plus froide, quoi. Beaucoup plus froide. Et donc, moi je me souviens. Et puis sinistrée. Bah oui. Et de plus C'est sinistrée. difficile. Moi je me souviens. Ils sont en grande difficulté. Bah oui. Pendant leur métier complètement médical. Allez, je vais vous donner une note d'espoir. Allez. Un jeune médecin qui est venu me voir il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a dit: je voudrais faire un travail avec vous parce que ma précédente psychothérapie a montré ses limites. Je suis sérieux. Et j'ai demandé, mais je voulais savoir quelle technique, qui était votre précédent psychothérapeute. ChatGPT. Voilà. Non, mais c'est vrai que les jeunes médecins consultent les psychanalystes aujourd'hui. C'est peut-être ça. Et ChatGPT. Non, mais ça, c'est autre chose. Bon, merci beaucoup. Oh, bah, Merci.